Bonsoir et bienvenue dans ce journal de l'économie. Un cadeau de Noël poids lourd pour les chantiers de Saint-Nazaire. RCI, le numéro 2 mondial de la croisière, passe commande d'un paquebot géant, 1 milliard d'euros pièce. La Finlande, concurrente malheureuse de la France, accuse Paris d'avoir pipé les dés. Démenti formel ce soir du ministre français de l'économie, Pierre Moscovici. Plus de détails avec Myriam Bounafa. Un géant des mers, plus grand que la Tour Eiffel, plus gros que tous les paquebots de sa catégorie. À l'intérieur, des parcs d'attractions, des piscines, des salles de théâtre et surtout 2700 cabines, le tout made in France. Car ce contrat d'1 milliard d'euros a été décroché par les chantiers de Saint-Nazaire, des chantiers qui tournent au ralenti. La dernière commande, remontant à 2010, bureaux d'études et certains secteurs de fabrication sont au chômage partiel depuis 6 mois. Il était grand temps d'avoir une commande. Tant mieux, on en a une. Et il se trouve que parmi les commandes sur lesquelles nous travaillons en ce moment, c'est effectivement la plus grosse que nous puissions avoir. Et ça aussi, c'est une excellente nouvelle. Une excellente nouvelle qui pose des questions. Pourquoi Saint-Nazaire alors que les 2 autres navires de croisière de cette catégorie ont été construits par le même armateur en Finlande? La Finlande qui crie aujourd'hui à la concurrence déloyale et qui en appelle à l'Union européenne, car depuis 5 semaines, l'activité diplomatique et industrielle bat son plein. Jean-Marc Ayrault ayant même reçu le président de l'entreprise sud-coréenne. Quand il y a des négociations de ce type, elles ont évidemment un caractère national et elles sollicitent l'État pour les garanties, pour faire favoriser l'investissement. L'État, garant de gros contrats qui touchent au commerce extérieur, jusque-là, rien d'illégal. Mais la France est aussi actionnaire des chantiers navals à 33%. La Finlande demande donc à l'Europe de vérifier si l'accord ne cache pas des aides d'État. À Bercy comme à Matignon, on assure que les portes sont ouvertes à toute vérification et que les règles ont été respectées. En attendant, l'économie française reste à la peine. Le chiffre de la croissance au 3e trimestre a été révisé à la baisse, plus 1,01% finalement, et non 0,2%. Pas de quoi résorber le chômage qui a augmenté, on l'a appris hier, comme l'explique Henri Sterdignac, économiste à l'OFCE. Écoutez. Avec une croissance nulle, on perd grosso modo 150 000 emplois par an. On aurait besoin au contraire d'avoir 150 000 emplois de plus compte tenu de l'arrivée sur le marché du travail de jeunes et du fait qu'on veut prolonger les carrières. Donc il nous manque 300 000 emplois par an, ce qui veut dire qu'actuellement, grosso modo, chaque année, le taux de chômage va augmenter de 1 point. Là, on est à 10% de chômage et le risque est grand qu'à la fin de 2013, on en soit à 11%. 10% de chômage en France et 25% en Espagne. 2013 sera une année très dure pour le pays, a déclaré ce soir Mariano Rajoy. Le chef du gouvernement espagnol n'attend pas d'amélioration avant le second semestre 2013, mais il n'a toujours pas l'intention de demander d'aide à l'Europe. À l'heure actuelle, nous n'avons pas envisagé de demander à la Banque centrale européenne qu'elle intervienne en achetant des bons sur le second marché. Or, il s'agit d'un instrument très utile qui est mis à disposition de tous les pays de l'Union. Et si l'Espagne et son gouvernement estiment qu'ils en ont besoin, n'ayez aucun doute que nous le ferons. Et puis l'Italie est allée emprunter ce vendredi sur les marchés internationaux et ses taux à 10 ans ont légèrement augmenté. 4,48% contre 4,45% il y a un mois. Les investisseurs se demandent sur quoi pourraient déboucher les élections anticipées prévues les 24 et 25 février prochains. Un élément devrait les rassurer. On vient d'apprendre que Mario Monti sera le leader de la coalition centriste donc à ces élections fin février. Sur les marchés, c'est la baisse ce soir en Europe. Paris recule de 1,47%, moins 0,49% à Londres. Francfort cède 0,57%. Tendance baissière aussi à Wall Street et pour cause. Le mur budgétaire se dresse toujours entre républicains et démocrates. Négociation de la dernière chance ce soir à la Maison-Blanche. Barack Obama doit s'entretenir avec les leaders des deux camps et notamment les leaders républicains de la Chambre des représentants et du Sénat, John Boehner et Mitch McConnell. Peu de chance que les deux camps trouvent un compromis. L'échec des négociations pourrait entraîner la paralysie financière de l'État fédéral et un coup d'arrêt à la croissance américaine.
En bref, la Commission européenne approuve la faillite organisée de Dexia. Seules 2 activités de l'ex-banque subsistent, mais sous d'autres noms. Belfius pour l'activité de dépôt en Belgique et Dexia Municipal Agency pour les prêts aux collectivités territoriales en France. Le reste va être définitivement soldé. Belgique et France ont injecté 5,5 milliards d'euros pour démanteler Dexia sans déstabiliser le système bancaire européen. Direction l'Inde, où la star absolue des patrons raccroche. Ratan Tata, descendant d'une véritable dynastie d'hommes d'affaires, quitte la direction de Tata Group. À 75 ans, il atteint l'âge limite. Il affiche en tout cas un bilan impressionnant. Il a tout simplement contribué à faire de l'Inde une puissance économique mondiale. Retour sur un parcours presque sans faute. Voici l'homme qui a ouvert les yeux et les ambitions de l'économie indienne. Ratan Tata, 75 ans, le mentor des Mittal et consorts. Avant lui, l'Inde investissait principalement son marché intérieur. Ratan a fait de son groupe Tata un mastodonte, avec un chiffre d'affaires de 100 milliards de dollars, dont 60% proviennent de l'étranger. Automobile, télécom, informatique, sidérurgie ou luxe, le groupe est une véritable nébuleuse. Les plus gros succès, l'achat des Tetley qui a fait du groupe le leader dans le secteur, sans parler du rachat de Jaguar Land Rover en 2008, qui génère aujourd'hui 80% des bénéfices du groupe. Présent dans plus de 80 pays, Tata emploie 450 000 salariés, l'un des meilleurs exemples de multinationales issues du Sud. Ombre au tableau, le rachat en 2007 de Corus pour 13 milliards de dollars, un véritable désastre financier, ou la Nano, la voiture la moins chère du monde, dont les ventes ne sont pas au rendez-vous. Mais ce qui restera surtout, c'est le profil d'un homme d'affaires atypique ayant la corruption en horreur et qui a fait en sorte que les 2/3 de la propriété du groupe se trouvent désormais entre les mains d'œuvre charitables travaillant dans les domaines sociaux et culturels. À 75 ans, le milliardaire indien, célibataire endurci, a atteint la limite d'âge et lègue la présidence du groupe à Sirius Mistry. Depuis la création du groupe en 1868, c'est la première fois que le patron ne sera pas un Tata. Enfin, coup dur pour un autre patron, Tim Cook. Cette année, le salaire du numéro 1 d'Apple a baissé de près de 99%. Il ne gagnera que 3 petits millions d'euros cette année contre 285 millions en 2011. La différence, ce sont les bonus exceptionnels qu'il avait touchés pour remplacer le légendaire Steve Jobs. Mais à y regarder de plus près, Tim Cook ne perd pas complètement au change. La part de ses revenus fixes a en fait augmenté cette année. Fin de ce journal de l'économie, merci à vous de l'avoir suivi.